Il est 13h, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Tous les contours liés à la sécurité et à la sécurisation des espaces frontaliers du Bénin sont passés au peigne fin. C'est à travers un dialogue organisé par l'ABJF et le ministère de l'Intérieur. À suivre les précisions. Quels sont les acquis de la décentralisation au Bénin et quelles perspectives explorer pour de meilleurs résultats? Les 5 années à venir, le ministère de la décentralisation et les acteurs concernés ont fait le tour des questions au détour d'un atelier. Et puis l'ONG 3 Sœurs Education Fund veut valoriser le patrimoine oral. C'est un projet qui entend dépoussiérer les contes et les mettre au goût du jour. Les détails dans ce 13h. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF ont organisé un dialogue national. Objectif, revoir tous les contours liés à la sécurité et à la sécurisation des espaces frontaliers du Bénin. Les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs qui accompagnent le gouvernement et l'ABJF dans la sécurisation des espaces frontaliers ont répondu présents. Christelle Tongodo et Ramatoula Wani pour plus de précisions. Un creuset d'échange au profit des espaces frontaliers en péril. Le dialogue national sur la sécurité et la sécurisation des espaces frontaliers sonne la mobilisation. Ces experts et partenaires de l'ABJF et du gouvernement du Bénin identifient les défis et enjeux de la libre circulation des personnes vivant le long des frontières. Il est aussi question de présenter la problématique des espaces frontaliers du Bénin et les modalités de leur prise en charge. L'analyse dialogue général de la situation sécuritaire au Bénin fait ressortir plusieurs défis et enjeux majeurs qui ont indubitablement un impact sur l'efficacité de la production de la sécurité intérieure. Il s'agit de la couverture intégrale du territoire national, de la modernisation du dispositif sécuritaire et du renforcement des partenariats avec les populations. La nouvelle gouvernance en matière de la sécurité, celle qui place l'individu au cœur de la sécurité, est la condition pour y parvenir. C'est un dialogue de haut niveau qui est piloté par le ministre et qui permet à chaque partenaire de dire ce qu'il fait et ce qu'il peut faire, mais comment améliorer ce qu'il fait. Et à la fin, nous allons ensemble poser une feuille de route pour mettre en synergie toutes ces actions-là. Donc le rôle fondamental, c'est de conduire la mobilisation pour les espaces frontaliers du côté des partenaires techniques et financiers. Ce que ça va changer en matière de sécurité, c'est que d'abord, on a remarqué qu'il y a une superposition entre la carte de l'extrémisme violent et la carte des frontières. Donc ça fait que la plupart de tout ce qui arrive aujourd'hui dans les pays de l'Afrique de l'Ouest part des frontières. Nous avons aussi, après des études faites, nous avons remarqué que les frontières constituent les zones de confort des terroristes. Les seules personnes à pouvoir les connaître, les suivre, ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les drones, mais c'est encore les populations qui sont capables de détecter ceux-là, de donner l'information forte de sécurité. Identifier les actions prioritaires sur les enjeux et défis de développement local et accroître l'intérêt des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin et les PTF pour le développement des espaces frontaliers. Ce sont quelques résultats attendus de ces travaux. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, on fait le point de la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin de 2013 à 2017. Quels ont été les principaux acquis et que faut-il revoir pour les 5 prochaines années? Ce sont là quelques points abordés au cours d'un atelier qui a réuni tous les acteurs concernés. Les précisions avec Henri Fachinan et Francis Fatan. Cette validation de plan stratégique de 2019-2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est aussi une occasion de revoir celui qui a été exécuté entre 2013 et 2017. Car depuis la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin, le fonctionnement des institutions n'est pas sans faiblesse. Au titre des principales faiblesses, il a été entre autres relevé la faible capacité
de pilotage du dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Le faible arrimage des documents de planification budgétaire avec le plan d'action. Par ailleurs, il est observé au titre des menaces la résistance des acteurs étatiques à l'implémentation du processus de décentralisation et de déconcentration, surtout en matière de transfert des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Ce sont donc ces constats qui devront guider les participants à cet atelier afin que le plan stratégique puisse jouer véritablement le rôle qui est le sien. L'élaboration du nouveau plan stratégique s'impose donc pour analyser et présenter les actions coordonnées et cohérentes qui mobiliseront le secteur de la décentralisation et de la déconcentration durant les 5 prochaines années. J'ai l'intime conviction que le secteur de la décentralisation et de la déconcentration aborde un tournant hautement stratégique pour son renforcement. Le nouveau plan stratégique quinquennal est attendu par tous les acteurs du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Parce qu'aucun département ne sera laissé pour compte. Donc le ministère, notre ministre, œuvre pour que tous les départements puissent bien fonctionner afin de permettre au Bénin de se mettre en selle. Parce que le développement, c'est depuis la base, c'est le soubassement. Quand ça ne va pas bien au niveau donc, de la base, il faut savoir que vous donnez dans le mur ou alors vous avez choisi d'avoir un géant au pied d'argile. Entre autres réformes attendues, il y a la transformation du FADEC en une agence. Il est aussi proposé que la PONADEC, entendez, Politique nationale de décentralisation et de déconcentration, qui est en cours de relecture, devra s'harmoniser avec le nouveau plan stratégique dont l'exécution prend fin en 2023. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2019 a connu son épilogue. Les conseillers membres de cette institution ont activement participé aux assises de la session. Compte rendu de la cérémonie de clôture avec Osseni Adeleke et Bénédicte Kosso. La session ordinaire du Conseil économique et social se referme avec de nouvelles perspectives pour l'institution. L'un des principaux points abordés est l'étude du projet de loi de finances 2020. Le projet de loi de finances est l'un des documents sur lesquels l'avis du Conseil économique et social est obligatoirement requis par le gouvernement si l'on s'en tient aux dispositions de la Constitution de notre pays. Le ministre en charge de la justice, assurant l'intérim de son homologue de l'économie et des finances pour la présentation du projet de budget du gouvernement. Avec lui, les conseillers OCS ont eu des échanges assez fructueux. Par la suite, nous avons procédé à l'examen du point d'exécution du budget de l'État au 30 juin 2019. Ce préalable important nous a permis de faire des propositions au gouvernement. Il ressort de cet exercice que l'État a fait un effort de mobilisation de ressources cette année en dépit des difficultés qui ont jalonné le parcours vers une meilleure performance. Il a été en outre question de l'adoption du procès verbal de la 7e session extraordinaire de l'année en cours. Nous avons adopté le procès verbal de la 7e session extraordinaire de l'année et poursuivi l'étude des sujets d'autosaisine sur les thématiques ci-après. La problématique de l'économie bleue au Bénin. La modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, DSM, au Bénin, enjeux et perspectives. La chefferie traditionnelle au Bénin, l'état des lieux et perspectives. Nous avons à ce niveau pu effectuer les visites de terrain et nous sommes à pied d'œuvre pour la rédaction des rapports relatifs. Au thème des travaux, le président du Conseil économique et social a invité tous les acteurs politiques à s'engager résolument dans la dynamique d'apaisement mise en œuvre par le chef de l'État.
Le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance veut contribuer à la bonne gestion du contentieux administratif. Il a donc procédé à une remise d'ouvrages juridiques aux professionnels du droit. L'objectif à terme est de renforcer en la matière les capacités des magistrats béninois. Génial Afouda Monsi Agboka et François Zinsou. De nouvelles documentations à la portée des acteurs du secteur de la justice. Il s'agit d'ouvrages juridiques remis au ministère de la Justice et de la Législation destinés à renforcer les capacités des magistrats béninois sur le contentieux administratif. Une initiative du projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance PAGIPG. L'initiative a bénéficié du soutien du ministère du Plan et du Développement. La cérémonie de remise officielle d'ouvrages juridiques acquis par le PAGIPG au profit du ministère de la Justice et de la Législation, ainsi que de la Cour suprême, est la suite logique d'une longue liste d'initiatives prises par le ministère du Plan de Développement à travers le projet PAGIPG pour soutenir le secteur de la justice. Pour les bénéficiaires, ces ouvrages constituent un outil indispensable à l'amélioration du secteur juridique béninois, d'où toute leur gratitude à l'endroit du PAGIPG. Un lot d'ouvrages qui viendront conforter le juge dans son office, juge dont nous sommes tous conscients aujourd'hui qu'il n'est plus seulement la bouche de la loi, puisque le juge s'abreuve également à d'autres sources, notamment la doctrine. Et qui dit doctrine parle d'ouvrage. Nous en ferons un usage tel que la qualité de la justice s'améliore dans notre pays au bénéfice des citoyens, au bénéfice du peuple au nom duquel la justice est rendue. Ce projet résulte d'un prêt que le gouvernement béninois a obtenu auprès de la Banque mondiale. Il fait suite à une requête formulée par les professionnels du droit béninois. Et puis le 11 octobre dernier, c'était la journée internationale de la jeune fille. Soucieux du bien-être de cette couche sociale, l'ONG Ciradis et son réseau de partenaires reviennent sur le sujet. Ils ont organisé une conférence de presse sur le numérique et les droits à la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille au Bénin. Compte rendu Nicanor Kovi et François Azinsou. L'utilisation actuelle de la contraception est de 6,3% pour les adolescentes de 15-19 ans. Ce qui accroît leur vulnérabilité. Non réquisitoire du directeur exécutif de Ciradis à l'entame de cette conférence de presse. Violence, stigmatisation et mots divers, la situation de la jeune fille au Bénin lui paraît encore bien fragile, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, miroir d'une vulnérabilité particulière. À ce sujet, le bruit des statistiques fait fureur, mieux encore. Le SDG 2017 a montré que plus de 40% des filles scolarisées n'ont pas accès à la radio, à l'information à la radio, à la télévision et sur d'autres médias. Heureusement ou malheureusement, qu'il y a les TIC qui font que ces filles sont exposées à l'information, mais avec les travers que nous connaissons aussi. La communication du jour embrasse les mêmes enjeux. À l'aune de la loi 2003 sur la santé sexuelle, la jouissance des droits sexuels de la fille à l'aide du numérique apparaît comme une problématique de grande préoccupation, au point d'en rappeler aux priorités des autorités politico-administratives. Ciradis et ses partenaires de la société civile, notamment l'Alliance Droit et Santé et le Roi Fem, lancent un appel pressant aux autorités nationales afin que soient rendues opérationnelles toutes les lois et autres documents de politique, y compris dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce faisant, nous briserons les frontières et les barrières d'accès des filles aux services de santé de la reproduction afin qu'elles puissent exprimer leur potentiel en tant qu'actrices de développement. Retarder l'accès des jeunes filles au smartphone afin d'en assurer une meilleure sécurité à l'aide des réseaux sociaux. Voilà l'une des idées forces retenues par les professionnels des médias à la sortie de cette conférence de presse.
Autre sujet dans ce journal, c'est en 2014 qu'a été créée à Cotonou l'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Elle vise le développement des activités du lycée en vue d'en faire une référence. Mais aujourd'hui, la dite association promeut l'excellence. Elle a prévu une remise de prix d'encouragement aux élèves et professeurs méritants du lycée. Plus de détails avec Kassimou Abou Kabassi, membre du bureau de la dite association, au micro de Ronald Robinson. Le lycée Mathieu Bouquet a beaucoup fait pour la nation. Quand vous regardez au niveau de l'administration, au niveau des structures d'État, vous allez voir des anciens bouquéens qui se sont distingués partout par les valeurs que nos encadreurs, nos enseignants d'alors nous ont prodiguées, notamment la passion pour le travail, la rigueur, la discipline. Donc c'est pour cela que je voudrais, rendre hommage aux anciens proviseurs et à ceux qui continuent de faire aussi du travail et de perpétuer ce qui a été fait. Nous avons décidé de faire la deuxième assemblée générale ordinaire à Parakou ici. Je parle ici sur ce point-là au nom du président Francis Abouadagbe qui est empêché, pour dire que l'AGO est prévue pour le vendredi 1er novembre à partir de 9h. On va précéder l'Assemblée générale d'une cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves. En primant les élèves, on va penser un peu aux enseignants pour que le lycée continue à produire, des ressources humaines de qualité. Je voudrais lancer un appel aux autres promotions, surtout les plus jeunes, pour qu'ils participent le vendredi massivement, à l'Assemblée générale que nous allons tenir, et que progressivement, que le témoin puisse se passer de promotion en promotion et que chacun puisse dire le lycée m'a beaucoup donné, moi en retour je vais donner quand même au lycée, pour qu'on partage les bons moments, qu'on revive encore les bons moments qu'on avait passés ensemble au lycée Mathieu Bouquet. La mission évangélique de la foi célèbre un quadruple anniversaire. L'un consacre le 110e anniversaire de la naissance de son fondateur. Pour rappel, l'Église est implantée en Afrique, en Europe et en Amérique et compte des milliers de fidèles à travers le monde. Henri Fachina et Igor Ayonso pour plus de précisions. La joie était immense ce samedi-là. Chants et danses en sont la preuve. Des louanges qui rappellent les 4 dates importantes pour la mission évangélique de la foi. À Dieu Tout-Puissant, qui a permis ma naissance ce 9 octobre 1949, qui m'a concédé l'opportunité de le rencontrer ce 13 octobre 1965 lors d'une campagne d'évangélisation organisée et animée par le feu pasteur évangéliste Timothée Nyanda, qui m'a appelé à son service par une grâce incommensurable à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 16 octobre 1973, et qui m'a permis d'installer la MEF internationale au Bénin ce 26 octobre 1980. Le pasteur a toute sa vie connu une présence qu'il ne cesse de magnifier. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse qui m'a donné, Déborah, qui m'a vraiment soutenu et qui me soutiennent. Sans elle, je ne pouvais rien faire. Je pouvais dire que s'il y a 5 travails qu'on est en train de faire, moi je ne fais qu'un seul et c'est elle qui fait les 4 restants. Elle est une femme vraiment exemplaire. Un témoignage d'un proche édifie sur la personne du pasteur. Je suis très épaté par ce que je vois, parce que j'ai connu le pasteur Toudi Sosa dans les années 80. Moi, je ne l'appelle pas tout de suite pasteur Toudi Sosa, je l'appelle plutôt Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous voyons tous qu'on peut avoir espoir que Jésus revient bientôt. La mission évangélique de la foi prend, avec cette célébration à 4 dimensions, un nouveau départ pour la conquête du monde.
Je l'annonçais dans les titres, dépoussiérer les contes de notre enfance et les remettre au goût du jour. C'est la mission que s'est assignée désormais l'ONG Trois Sœurs Education Fund. Elle a porté à la connaissance du public son projet de présentation culturelle par les arts. Nicanor Kovi et Miché Elegbe. La force de l'oralité africaine a restauré via un projet qui donne la parole aux contes. C'est désormais la raison d'être du projet de préservation culturelle par les arts, Précar. Un programme conçu dans le but de réinventer, réinterpréter l'expression traditionnelle du Bénin à travers la narration. Précar a pour objectif de collecter les contes populaires du Bénin racontés par les aînés de la communauté, transcrit et traduit les contes dans les langues nationales du Bénin, en français et en anglais. Raconter et exposer ces histoires à la fin du projet par le biais des artistes lors des soirées récréatives et artistiques. En clair, il sera question d'enregistrement audiovisuel de contes, entre autres. Hector Sonon va prêter son pinceau pour la mise en image et le public apprendra à les redécouvrir à travers performances et expositions. Trois Sœurs Education Fund à la maîtrise d'ouvrage, l'ambassade des USA a cassé la tirelire pour apporter sa caution financière à une initiative qui épouse sa politique culturelle au Bénin. Je voudrais féliciter l'ONG Trois Sœurs Education Fund pour sa sélection. Après un processus très compétitif, très compétitif, elles ont gagné. Ce projet est l'un des moyens par lesquels nous travaillons avec le gouvernement pour accueillir davantage de touristes ici afin qu'ils découvrent la riche histoire du Bénin. L'histoire du projet Précar, c'est celle d'un conte qui roule et qui roule, avec une narration forgée pour redonner via la parole, autour du feu, au clair de la lune. L'adversaire des AEFC est connu au sortir du match retour du second tour de la Ligue des champions CAF qui a opposé Zamalek à Génération Foot. Match gagné par Zamalek, le club égyptien 1-0. Mais alors, quelles sont les chances du représentant béninois dans cette double confrontation face à Génération Foot, le club sénégalais? La réponse avec Robert Copin-Edor. C'est Génération Foot que le représentant béninois ESAE-FC défie pour le compte du tour de cadrage de la Coupe CAF. Tombeur successivement de l'AS AS Nîmes de la Mauritanie et de Salitas FC du Burkina Faso, le club universitaire a désormais la lourde tâche d'en découdre avec le représentant sénégalais. Un bon résultat à l'aller est ce qu'il faut pour se rassurer de venir terminer le job à domicile. 0 but encaissé à l'extérieur à l'issue du tour précédent, un atout pour ESAE-FC qui dispose aussi des armes offensives pour marquer à l'extérieur. 5 buts marqués à Nouakchott et une victoire arrachée au tir au but à Ouagadougou. Le mental est au point pour cette formation qui affronte Génération Foot ce mercredi à 19h heure de Cotonou au stade Lac Dior de Thiès. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTB.